Quel plaisir et quel bonheur. C'est avec beaucoup d'humilité, chers commandants de la division, mesdames et messieurs les invités, et aussi beaucoup de bonheur que je vous salue. La même humilité que j'ai eue lorsqu'on a pu finalement inaugurer il y a quelques années la manufacture et d'avoir tous mes collègues et mes collaborateurs qui fêtaient cette manufacture horlogère à Bienne qui a été réalisée finalement pour eux. C'est aussi, je dois le dire, un vrai bonheur que de pouvoir vous faire partager quelques-uns des exemples, quelques-unes des réflexions sur le leadership, sur la décision, tout en étant conscient que ma réflexion n'est qu'une réflexion de type économique et que malgré de nombreux efforts concernant la responsabilité sociale de mon entreprise, de l'entreprise que j'ai la chance de diriger, j'ai beaucoup de respect pour la responsabilité que vous, mesdames et messieurs, avez dans la vie d'aujourd'hui. Alors, écoutez et prenez ce qu'il faut, mais il serait loin de moi de vouloir vous donner des leçons. Vous donner des leçons également parce que j'ai l'impression, et j'en suis très fier, que cette responsabilité que vous avez tous ici dans cette salle, c'est une responsabilité, et on l'a entendu avec les orateurs brillants qu'on a eus avant, est une responsabilité qui ne va en tout cas pas être de moins en moins importante. Si seulement c'était simple d'être un leader, si seulement prendre des décisions, c'était aussi simple que faire du chronométrage. With the last stride, Thompson thought the gold was his. At this point it was. Lyle's moving ahead. Just on the line by 4 thousandths of a second. Absolutely incredible. Lyle. USA, Jamaica and USA. Wow, what a race and what a night. Malheureusement, même pour le CEO d'Omega, ce n'est pas si facile que ça de prendre des décisions, mais c'est quand même extraordinaire de voir la vision, la technologie de cette entreprise, un photo finish, une invention suisse qui n'a rien du tout à voir avec le timing. 40 000 photos à la seconde et surtout une décision qui a pu être prise grâce à nos technologies 4 millièmes de seconde. Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas aussi clair, ce n'est pas aussi facile que le sont nos garde-temps. La technique, la technologie, l'innovation dans les décisions et dans toute l'histoire d'Omega, eh bien, ça a été fondamentalement important, mais elle a été surtout portée par des leaders. On m'a demandé de ne pas être commercial. Je vais essayer de le faire, mais je remercie quand même le collègue, l'ancien camarade qui a posé la question à notre commandant de division, qui est un exemple. Pourquoi porter 2 montres? Ça a été le bonheur de la journée. Je vais donc essayer de vous parler du leadership. Je vais donc essayer de montrer, finalement, grâce à des chapitres clés de l'évolution de la marque que je dirige, sans faire du commercial, mais simplement en essayant de vous expliquer ce qui, à mon sens, est tellement important dans cette fonction que vous avez de leader, en tout cas dans l'entreprise qui est, et vous le verrez avec les bons et les mauvais moments. Je crois qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit savoir ce qu'il veut. C'est un leader, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur. Et en 1848, ce monsieur Brand crée un petit établi. J'aime à dire qu'on laisse volontiers à Johnny Hallyday l'envie d'avoir envie. Un décideur, un leader, il est entrepreneur. Mais un décideur, un leader, doit aussi savoir, comme qualité, se réinventer et trouver des opportunités. Rendez-vous compte qu'en 1880, avec toute sa famille, il va descendre à Bienne, en Suisse allemande. Et il va comprendre que grâce à la révolution industrielle qui arrive des États-Unis, le temps, la montre, va devenir un phénomène phénoménal et surtout un phénomène très important de la vie de chacun et de chacune dans notre monde. Et il a compris, en se réinventant, en trouvant ces opportunités, qu'il lui fallait de l'énergie, qu'il lui fallait une possibilité de créer une usine. Mais surtout, ce qu'il a vu,
Et c'est ça qui est intéressant, le leader doit savoir se réinventer. En 1894, il va créer un nouveau mouvement. Vous allez me dire, c'est pas très spécial. Eh bien, c'est justement ce qui est le plus fantastique, c'est que ce mouvement va créer l'industrialisation de l'horlogerie suisse. Pourquoi ? Eh bien, en se réinventant, en étant un leader visionnaire, il a compris que plutôt que de faire des milliers d'exemplaires du même mouvement qu'il faisait comme toujours, qu'il fallait faire le contraire. Il s'est inspiré d'Henry Ford et il a créé un mouvement à la base qui allait être le précurseur de l'industrialisation. Ce nouveau mouvement, en 1894, a été créé uniquement pour être industrialisé et c'est pourquoi c'est le premier et le seul mouvement avant le XXe siècle qui a des pièces détachées et qui a des plans. Savoir se réinventer, savoir trouver les opportunités, mais savoir aussi innover parce que dans l'entre-deux-guerres, la crise est très forte en Suisse. Et les propriétaires, dans cette vision de leader, ont voulu inventer, ont voulu trouver de l'innovation et on l'oublie trop. Le chronométrage sportif au niveau d'Omega vient de la réputation qui est venue par rapport à cette innovation dans des moments difficiles où cette marque, grâce à ses leaders, ont développé des technologies liées au chronographe. C'est pourquoi, en 1932, et on va bientôt célébrer les 100 ans, le CIO va demander à la marque Omega d'envoyer un chronométreur avec 20 chronographes par rapport à sa réputation. Un leader doit savoir innover et être visionnaire. À Paris, c'était 600 chronométreurs et 500 tonnes de matériel. Une dernière caractéristique des leaders, qui à mon avis est fondamentale, c'est celle de, et on en a déjà entendu parler, c'est celle d'avoir des standards de qualité, des standards dans lesquels le phénomène de décision ne va pas varier. On prend des standards et on les applique, et on n'en discute pas. 1965, ça fait exactement 60 ans, on a célébré la qualification par la NASA de cette montre Speedmaster qui aura une histoire extraordinaire. Eh bien, figurez-vous que grâce aux standards d'Omega, la montre, comme d'ailleurs tous les concurrents qui ont été testés, qui n'ont pas réussi, la montre était une montre disponible dans tous les magasins des États-Unis. Donc, comme vous le voyez, le leadership se montre aussi dans des standards et dans des avis qui ne bougent pas. Est-ce que tout ça va réussir ? Eh bien non, mesdames, messieurs, je crois que vous tous, nous savons bien que les années difficiles sont arrivées. Et s'il y a bien un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'on doit décider en zone d'ombre, eh bien c'est bien l'arrogance et la non-décision des propriétaires de l'époque qui ont fait que notre entreprise a été à 2 doigts de la faillite. Et ça, c'est aussi une décision de leader qui peut avoir des réactions et des conséquences très difficiles. La suite de l'histoire, elle était extraordinaire. Et je suis sûr que tous et toutes vont connaître ou vont penser quelle photo je vais montrer. Évidemment, l'avènement du maître, de la personnalité, d'un mathématicien hors pair et d'un visionnaire absolument incroyable qui a su, dans une période de crise, dans une période de zone d'ombre totale, chaque décision coûtant des places, coûtant peut-être des faillites, a su créer, grâce à son leadership, se réinventer, innover, garder des standards et surtout, mieux que de chercher des opportunités, a su créer des opportunités en créant la Swatch. Alors tout semble bien aller, et j'ai eu la chance de commencer à cette époque-là, jusqu'à peut-être une réalité extraordinaire, très chère à notre commandant de division. Le Covid.
Mesdames et messieurs, le Covid a montré à toute l'industrie, à tous, du luxe, de la grande consommation, dans tous les pays du monde, combien l'interconnectivité des systèmes sociaux est forte, combien l'interconnectivité de tous les pouvoirs politiques, les pouvoirs sociaux, les pouvoirs de justice et même les pouvoirs religieux dans certaines discussions, l'interconnectivité des gens, des générations, l'interconnectivité de tous les systèmes et de tous les pays. Et ça a été une grande crise, parce qu'elle nous a forcés, chacun et chacune, chaque leader dans le monde, à devoir être des leaders visionnaires dans un domaine très rapide. Et les séquelles sont là. Les séquelles sont là. Nous vivons dans un monde où la situation géopolitique, nous avons eu des experts, la situation économique, monétaire, tarifaire, n'a jamais été aussi difficile. Nous avons une asymétrie extraordinaire entre les devoirs et les attentes de nos actionnaires, de nos directeurs, profit à court ou profit à long terme. Nous avons une situation où les consommateurs que nous recevons chaque jour ont des attentes complètement extraordinaires qui parfois sont motivées par ces réseaux sociaux, qui leur rendent un service au niveau des exigences qui est difficile à atteindre. Donc vous le rendez compte, toutes les décisions actuelles sont des décisions qui sont dans des zones d'ombre. Pourquoi ? Eh bien, c'est simplement parce que, à mon sens, il n'y a qu'une incertitude. C'est celle que rien n'est certain. Et pour certains, directeurs, CEO, leaders de certaines entreprises, ceci est une grande source de problèmes. Puisque, jusqu'à maintenant, pour certains, leur fonction, leur personnalité suffisait à faire évoluer leur entreprise. Mission impossible. On n'a pas le choix. Quelles seront donc, à côté de la personnalité, peut-être quelques pistes qui me semblent les plus justes. La première, et c'est un clin d'œil pour mon cher Reynald, c'est d'appeler James Bond. C'est le seul, et j'en suis jaloux, qui réussit toujours tout à faire. Mais il y a d'autres principes. Et ces autres principes, c'est des principes pour lesquels je me bats au quotidien, qui sont des principes de responsabilité d'un leader, de responsabilité dans la décision. Le premier, et il est fondamental, mesdames, messieurs, c'est de connaître les dynamiques complexes. Alors, vous ne m'en voudrez pas, ça n'a pas été cité, et je ne suis pas tout à fait dans mon alma mater, mais il y a longtemps qu'on le connaît. Il y a longtemps qu'à Saint-Gall, ce fameux management model a été développé. Je ne peux qu'insister sur la complexité des interactions de cet écosystème. Il n'y a plus aujourd'hui d'entreprises qui n'ont pas un rôle et une interaction avec les investisseurs, avec les clients, avec les concurrents. Et tout ceci dans une démarche tout à fait industrielle ou de PME. Il faut connaître avant de décider, avant même d'être en zone d'ombre, il faut connaître ces dynamiques complexes. Connaître ces dynamiques complexes est une base absolument nécessaire et, à mon sens, une base qui peut se développer d'une manière précédente aux décisions qui peuvent être prises. Car si le premier pas d'une décision est celui de connaître son écosystème, eh bien vous êtes par définition déjà le deuxième. Et donc, vous êtes dans un échec. Un autre principe fondamental, à mon sens, c'est le principe de la vision, la définition de ses valeurs. Il n'y a pas de décision qui ne se fait pas avec une échelle de valeurs. Pourquoi j'insiste sur ce sujet ?
l'état normatif d'une entreprise, les visions, vont amener à répondre à pourquoi. Pourquoi je dirige cette entreprise? Pourquoi cette entreprise, elle va évoluer dans le temps? Il n'y a pas d'autre moyen que de trouver des visions. Je vous ai mis celle d'Omega. Par exemple, le oui très fort dans notre vision fait que nous sommes un écosystème. Nous ne sommes pas une société avec un one guy. Nous sommes tous ensemble. Donc pour moi, ce qui est fondamental, c'est dans le système narratif, c'est de voir où on veut aller. Au niveau du management de Saint-Gall, c'est donc au niveau des normes. Et ceci va vous aider à répondre au comment, qui sont les stratégies. Sans vision, pas de stratégie. C'est très beau de voir une de nos dernières boutiques à Hong Kong. On en a 169. Mais la première a été ouverte il y a plus de 30 ans. Et pourquoi elle a été ouverte il y a plus de 30 ans? Exactement par rapport à notre vision qui est toujours la même. Une centricité sur le client. Nous avons été des pionniers à faire ce pas qui était dans l'industrie un pas que personne ne faisait. Les marques n'allaient pas jusqu'aux clients finaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, nos boutiques, tout le monde est tellement proche de nous. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir une boutique pour se faire plaisir, il s'agit d'intégrer une ouverture de boutique dans une vision de centricité de client et qui fait que la stratégie, elle est tout à fait claire. Et c'est très, très important, à mon sens, savoir où on va avec une vision, connaître son environnement et adapter des stratégies en fonction de ces deux premières choses. Et ensuite, les décisions en zone d'ombre, des décisions pendant le Covid, comme on a dû tous les prendre, elles sont tout de suite beaucoup plus faciles. Et j'aimerais quand même encore vous donner un clin d'œil qui est absolument intéressant à mon sens. Si on fait tout ça, il arrive parfois même des moments magiques. Victor Vescovo, qui est un explorateur extraordinaire, qui a grimpé sur les montagnes les plus hautes du monde, s'est donné comme mission de conquérir les 7 océans, les points les plus bas dans chaque océan du monde. Il s'est entouré de dizaines de scientifiques et il a préparé ses expéditions d'une manière très scientifique. Analyse de chaque environnement, technologie, vision, stratégie. Et ce qui est encore plus beau, c'est que grâce à tout ça, eh bien, dans la fosse des Mariannes, il a pu atteindre le point le plus bas de toute l'histoire du monde. Cet record a été, et il le dit, a été réalisé uniquement parce que toute la stratégie liée à ces expéditions avait été faite d'une manière parfaite. Et que le but lui-même n'était pas d'être le plus profond, mais d'être le plus professionnel. Vous voyez donc que appliquer des règles, appliquer des principes peuvent parfois créer des vrais résultats exceptionnels. Certains appelleraient ça de la magie, j'appelle ça de la conduite. J'aimerais quand même encore, peut-être, profiter de ce plateau pour insister sur le post-décision. Il s'agit donc, pour vous, qui êtes tous des leaders, d'être aussi des personnalités, aussi des leaders. Ce qui manque aujourd'hui, par contre, parfois, c'est justement ce sens rare de l'intégrité, ce sens rare de l'éthique dans la poursuite de la discussion. Être un leader, ce n'est pas seulement décider, c'est aussi être un leader exemplaire. L'exemplarité dans les bonnes et dans les mauvaises nouvelles, l'exemplarité dans la poursuite de ses décisions. Le leader éthique, au XXIe siècle,
est un leader qui n'est pas un leader faible, mais c'est un leader qui a compris qu'il ne décide pas seulement sur un détail, mais qu'il décide au milieu d'un écosystème qui est très important. Alors on va dire qu'aujourd'hui, évidemment, tout a changé. Et l'ambassadeur Pitlou en a déjà parlé. Je voulais quand même terminer ma présentation par cette phrase que je trouve absolument extraordinaire et qui date du 6 siècles avant Jésus-Christ. On aimerait quand même tous être tellement prêts dans l'art de la guerre ou dans l'art de diriger une entreprise pour que tous nos concurrents nous laissent le chemin du succès. Concernant l'art de la guerre, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je vous souhaite que vous soyez tellement prêts que l'ennemi ne soit jamais là pour combattre. Merci beaucoup.